Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je vous rappelle que cette téléconférence est enregistrée. À ce stade, les participants sont en mode écoute seulement. Pour ceux d'entre vous qui êtes branchés au téléphone et qui avez besoin de l'aide d'un téléphoniste pendant l'appel, veuillez appuyer sur étoile 0. Les participants sur l'Internet qui ont besoin de soutien doivent se servir de la boîte de dialogue affichée à l'écran. J'aimerais à présent céder la parole à votre animatrice, Megan Rossiter, agente de liaison régionale pour la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Megan Rossiter. Merci, bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième séance de la série spéciale Une approche de collaboration, un problème de soins chroniques, résultat de l'évaluation de la COSA. Aujourd'hui, nous continuerons d'investiguer les résultats et les enseignements de la COSA, un projet collaboratif pan-régional qui vise à améliorer les soins aux patients atteints de maladies chroniques dans l'ensemble des provinces de l'Atlantique, afin d'éclairer des stratégies visant à concevoir, mettre en œuvre et évaluer des projets collaboratifs d'amélioration de la qualité. Je suis Megan Rossiter et je suis heureuse d'animer cette séance. Cette série a plus de 200 organisations inscrites de partout au Canada. Nous sommes heureux de fournir l'interprétation simultanée pour l'auditoire francophone. Tandis que je présenterai les conférencières, veuillez prendre un instant pour vous présenter dans la boîte de dialogue qui se trouve à droite de l'écran. Dites-nous qui vous êtes et d'où vous venez, ainsi que toute question que vous pourriez avoir à adresser aux conférencières. Nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir des conférencières dont Jennifer Henneberry, qui est directrice de la prévention et de la gestion des maladies chroniques pour Western Health à Terre-Neuve-Labrador. Jennifer était membre de l'équipe de projet de Western Health de la FCISS dans le cadre de son ancien rôle de coordonnatrice. Dans son nouveau rôle, Jennifer assume un rôle visant à diffuser et élargir l'autogestion du diabète localement à Western Health. Annette Harlan est directrice régionale des services de toxicomanie et de santé mentale pour le comté de Charlotte et les services aux enfants à St. John's, dont Pier 126 et les premiers stades de la psychose. Madame Harlan est titulaire d'un baccalauréat en travail social de l'Université St. Thomas et d'une maîtrise en travail social de l'Université Dalhousie. Depuis 4 ans, elle participe à la mise en œuvre de la prestation intégrée de services pour les enfants, les jeunes et les familles dans le comté de Charlotte. Par ailleurs, elle a contribué à la mise sur pied de Pier 126 et elle est membre du comité d'excellence provincial. Patty Darling est agente de liaison clinique pour Pier 126, où elle conseille les enfants et les jeunes au nom des services de santé mentale et communautaire de Saint John, au Nouveau-Brunswick. Madame Darling travaille à l'heure actuelle à obtenir une certification en récréothérapie. Elle a participé à l'élaboration de nouveaux programmes de prestation de soins mentaux communautaires. Elle compte une expérience également en Nouvelle-Écosse. Plus récemment, elle a été responsable des services primaires à Capital Health et Lynn a aussi obtenu des rôles de direction dans le service et le ministère d'ailleurs des services de soins de santé. Lynn est responsable de la planification des soins cliniques à l'autorité régionale de la santé. Tara Sampali est directrice adjointe de la qualité de la recherche en soins primaires à la Régie régionale de la santé de Capital Health et professeure adjointe à l'Université d'Dalhousie. Elle est titulaire d'un doctorat en informatique et combine la recherche et la pratique dans le concept de la santé. Ses recherches s'intéressent à la gestion des maladies chroniques aux multimorbidités, un modèle de soins intégré, la gestion de la connaissance ainsi que l'application de solutions informatiques innovantes aux soins de santé. Aujourd'hui, nous sommes aussi accompagnés de Sheena Powell et de Kelly Ripley, qui sont productrices, ainsi que Claudia Amar, responsable de l'amélioration, qui a beaucoup contribué à l'élaboration de la COSA en 2012. Nous sommes heureux d'accueillir des gens pour cette deuxième séance d'une série de 3 webinaires. Donc, le 22 octobre dernier, nous avons examiné des stratégies visant à améliorer les soins de santé. Donc, pour ceux qui sont nouveaux aujourd'hui, nous allons vous présenter les objectifs que nous nous sommes donnés. Alors, pour cette série, nous voulons présenter des solutions visant à assurer le virage des soins actifs aux soins centrés sur le patient. Nous souhaitons définir le profil d'expérience des équipes et souligner les enseignements tirés de cette initiative, en plus d'évaluer des stratégies visant à instaurer un changement perturbateur qui vise à améliorer les soins chroniques pour les patients et leurs familles.
Lors de cette séance, nous entendrons parler de 3 équipes de la COSA, de Terre-Neuve-Labrador, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Chaque équipe fera un exposé sur le processus entamé, les mécanismes de diffusion ou de pérennité dans certains cas de diffusion, l'intégration des cadres centrés sur le patient et enfin, les leçons retenues visant à entreprendre des approches d'amélioration de la qualité en gestion des soins chroniques. Sur ce, commençons. Je suis heureuse de céder la parole à notre première intervenante, Jennifer Henbury, de Terre-Neuve-Labrador. Jennifer. Merci. Alors, je vais rendre compte des travaux de Western Health. Pour commencer, ici à Western Health, nous avons commencé par un nouvel objectif stratégique pour l'organisation et celui-ci visait à améliorer les soins dispensés aux personnes atteintes de diabète. Les objectifs stratégiques proviennent du fait que nous avons le taux de diabète le plus élevé du pays et également que nous avons estimé qu'il était possible d'améliorer les soins. Nous avons commencé par ce qui devait être un remaniement complet des soins au diabète et d'ailleurs nous avions établi un nouveau modèle de soins et de prévention. On savait que l'autogestion faisait partie de l'avenir et de la prestation de meilleurs soins. Nous avons examiné les pratiques émergentes et grâce à notre partenariat avec la FCSS, nous avons reconnu que c'était une faiblesse chez nous. Au sein de la province, ainsi que dans notre région, il y avait déjà des pratiques exemplaires, c'est-à-dire un programme d'autogestion qui avait été mis en œuvre, et ceci donnait une fondation solide pour l'autogestion des patients. Or, nous n'avions pas regardé comment le personnel pouvait soutenir cette approche. Et une stratégie visant à promouvoir l'autogestion n'avait pas été identifiée. Donc, pour la majorité des modèles, à l'époque, le modèle visait surtout à éduquer la clientèle. Et nos prestataires étaient souvent frustrés lorsque les patients ne respectaient pas les recommandations. Nous voulions véritablement nous concentrer davantage sur la prise de décision, l'établissement d'objectifs, la résolution de problèmes et ainsi de suite. Alors, un aperçu très global de notre projet. Lorsque Western Health, lorsqu'on a établi le partenariat avec la FCSS, on examinait déjà les services aux diabétiques et donc ceci faisait partie d'un objectif stratégique plus global. Or, ce partenariat nous a permis d'inscrire l'autogestion dans notre nouveau modèle de prestation de services. Et non pas dans le cadre de ce projet, mais dans le cadre d'autres activités, 7 équipes de diabète ont été créées. Et ce sont elles qui sont l'objet de cette initiative d'amélioration. Donc, je le dis, c'est un survol. On a fait un pré-test pour déterminer quelle serait la référence pour le soutien à l'autogestion. On a désigné des domaines prioritaires. On a déterminé des stratégies. Et ensuite, on a mis en œuvre ces stratégies. Et par la suite, on les a évaluées. Et j'en parlerai dans les diapos qui suivent. Alors, pour mesurer les valeurs de référence, on s'est servi d'un outil intitulé PCRS, qui est un outil de soins primaires et de soutien de l'autogestion des maladies chroniques. Alors, cet outil nous a aidé à concentrer nos efforts convenablement. Et d'ailleurs, les prestataires de soins en diabète ont identifié les priorités eux-mêmes. Nous voulions que les équipes puissent prendre connaissance de leur réussite. Cet outil a aussi été utilisé par la suite et nous avons comparé ces résultats. Alors, voici l'image que la FCSS a créée pour représenter notre projet. Alors, les 3 domaines qui ont été identifiés à gauche de l'écran sont les domaines prioritaires d'identification fondés sur les résultats de l'outil PCRS. Donc, vous avez à gauche la santé émotionnelle, la collaboration des patients et l'éducation et la formation du personnel. Donc, dans chacun des domaines, on a identifié diverses stratégies d'amélioration. Je ne vais pas entrer dans le détail, étant donné que le temps file. Or, nous avons des ressources additionnelles si jamais cela vous intéresse. Nous avons tâché aussi d'intégrer l'autogestion à tous nos programmes. Donc, par exemple, ici, vous avez notre nouveau dépliant que nous avons créé.
Alors, c'était pour les patients qui comprenaient les tenants et aboutissants de l'autogestion. Nous avons créé aussi un passeport d'autogestion et nous avons conçu une approche plus collaborative. On a aussi établi l'établissement, ou on a plutôt inséré l'établissement d'objectifs également dans le processus. Donc, sur le plan des résultats et de l'impact, je vais un peu en parler au cours des diapos à venir. Alors, pour évaluer nos résultats, nous avons sondé les clients des services diabétiques. Et dans le sondage, il y avait un autre outil standardisé, le PACIC, qui évalue les soins dispensés aux patients atteints de maladies chroniques. On en parlera dans un instant. Et on a aussi fait un examen de l'attitude et de la confiance des prestataires à 3 divers intervalles. Et ensuite, on a fait l'outil PCRS post-intervention afin de déterminer les comparaisons avec l'état pré-intervention. Sur le plan de l'évaluation des prestataires, voici les résultats de notre sondage sur la confiance. Et comme je le disais, on l'a administré à 3 moments différents. Donc, au départ, donc c'était avant toute formation, tout soutien en autogestion. Quelques mois après, on a fait le pré-test. Et ça, c'était préalable à une séance éducative de 2 jours avec le Dr. Alice. Et par la suite, on a réévalué après cette formation de 2 jours. Alors, je sais que c'est une diapo assez chargée, mais au départ, à la référence, le degré de confiance était relativement élevé dans toutes les compétences. Et après l'évaluation, donc on a présenté quelques concepts d'autogestion et de soutien dans les services aux patients hospitalisés et nous avons mis en œuvre diverses politiques sur le soutien à l'autogestion. Par la suite, on a fait le pré-test. Et ici, vous voyez une diminution du degré de confiance moyen dans toutes les compétences. Ceci peut être attribuable au fait que les prestataires à présent comprenaient mieux les concepts de l'autogestion et savaient, en fait, qu'ils n'exerçaient pas leurs activités complètement selon ces principes. Et donc, dans les résultats postérieurs à la formation des 2 jours, on constate une augmentation du niveau de confiance. Donc, l'atelier a très bien réussi à renforcer les compétences du personnel. Et d'ailleurs, une des améliorations les plus considérable était celle concernant le changement. Et c'était au départ une faiblesse. Donc, on s'est beaucoup concentré là-dessus dans le cadre de l'atelier. On a évalué aussi les attitudes et les croyances de l'équipe concernant le soutien à l'autogestion et on a constaté que ceci avait évolué au long du projet. On a réévalué 6 pratiques individuelles. Je n'ai pas les résultats à cette diapo, mais à partir du départ, il y avait davantage d'importance accordée à l'action du côté du client plutôt que le prestataire. Donc, le prestataire comprenait que le comportement du client était plus important que celui du prestataire, toujours en matière d'autogestion. Et on a aussi anticipé qu'il y aurait un changement de l'importance du modèle d'éducation du patient traditionnel à un modèle de soutien à l'autoprise en charge ou à l'autogestion du client. Donc, il s'agissait simplement d'offrir des conseils d'experts et offrir aussi une collaboration dans l'établissement des objectifs et dans la résolution des problèmes. Donc, on amorçait ce virage vers le modèle axé sur le comportement. Ici, vous avez les résultats suite à la mise en œuvre. On a fait, donc, on a passé l'outil PCRS une 2e fois. Donc, et comme vous le voyez en moyenne, le pré-test était en rouge et le post-test en bleu. Les résultats ont augmenté pour les 16 compétences. Donc, ce sur quoi on s'était concentré au départ, c'était surtout santé émotionnelle, participation du patient et éducation du personnel. Donc, ces 3 caractéristiques sont celles qui ont eu l'augmentation la plus importante entre le pré et le post-test. Et il y a une augmentation considérable aussi dans l'amélioration continue de la qualité. On parle d'une augmentation de plus de 4 points. Ce n'est pas étonnant, car cette augmentation est attribuable au fait que nos initiatives, dont l'outil PCRS,
était en soi un outil d'amélioration de la qualité. Alors, le sondage auprès des clients que j'ai évoqué comprend le PACIC, qui est un outil, une pratique exemplaire. Et donc, il s'agit d'un outil qui permet d'évaluer ce que pense le patient des soins qui lui sont dispensés. Et cet outil, selon la littérature scientifique, est très efficace pour les maladies chroniques. Alors, on s'est donné un objectif de 4 en matière de qualité. Et bien qu'on s'est approché de 4, il y a 2 domaines où on n'est pas arrivé à ce résultat escompté. Autonomisation des patients, on arrive à 3,7, et suivi et coordination des soins, là, on est arrivé à 3,94. Donc, on n'a pas atteint 4 dans tous les domaines, mais on s'est quand même approché beaucoup. On était satisfait de ces résultats et on a estimé que c'était une autre indication que les prestataires se servaient des compétences acquises en matière de soutien à l'autogestion. Donc, sur le plan des résultats organisationnels, donc on a restructuré tous les services diabétiques suite à l'introduction du modèle. On a introduit des outils d'aide à la décision, on a élaboré des politiques et des lignes directrices pour coordonner l'utilisation des outils et l'approche. Et cela est inclus dans l'image que j'ai présentée un peu plus tôt. Et on a continué d'offrir des possibilités de perfectionnement au personnel grâce à une communauté de pratique qu'on a créée dans le cadre de cette initiative. On partage notre travail avec d'autres régions de la province comme Labrador et Eastern Health et on partage nos connaissances grâce à des webinaires comme ceux-ci. On partage aussi nos réflexions dans toute l'organisation grâce à des exposés auprès du conseil d'administration et de la direction. Et à l'heure actuelle, au sein de l'organisation, il y a un nouvel objectif stratégique qui se concentre sur la santé cardiaque. Et on a examiné notre travail et on voit s'il ne serait pas possible d'adapter le travail qu'on a fait à la santé cardiaque. Et nous avons aussi élaboré un module élémentaire de formation qui est disponible à tout le personnel de l'organisation. Et la direction nous a dit qu'il était important d'ajouter ceci à titre de compétence fondamentale du personnel. Donc, que tout le personnel devrait suivre la formation. Alors, nous sommes très fiers de ce que nous avons réussi. Nous savons que la mise en œuvre des compétences en soutien à l'autogestion est très difficile et c'est très différent des modèles traditionnels. Donc, il faut énormément de temps et d'efforts. Maintenant, quelques facteurs favorables à ce succès, la planification soigneuse, c'est quelque chose à laquelle on s'est beaucoup attaché, l'utilisation d'outils standardisés, on a utilisé beaucoup d'outils standardisés et on a estimé que ça nous permettait de produire des résultats valides. Ensuite, la participation de toutes les parties. Donc, on parle du personnel, de la direction et des patients. Nous avons eu l'occasion d'avoir le soutien de la direction car ça faisait partie de nos priorité stratégique, car il est important, comme vous le savez, d'avoir le soutien de l'organisation, surtout si l'on veut assurer notre pérennité. Et ce qu'on a appris dans le cadre de notre projet, c'est que il faut des stratégies plurielles, à plusieurs volets, si l'on veut qu'elles soient pérennes. Merci. Megan Rossiter, merci Jennifer. Je vois en ligne que Jen Verma de Halifax s'est jointe à nous. Elle est responsable de l'amélioration de la qualité ici à la FCISS et elle est également à la base de la COSA. Par ailleurs, nous avons aussi Peggy Dunmar et Michael Vallis. Ils ont été des formateurs de l'équipe de Western Health et ont contribué à l'ensemble de la COSA. Donc, nous sommes très heureux que vous soyez en ligne aussi aujourd'hui. Alors, nous allons à présent passer à Pier 126 pour entendre l'expérience du Nouveau-Brunswick et par la suite, nous allons faire une pause pour entendre quelques questions relatives aux 2 premières équipes. Donc, je vous rappelle que vous pouvez vous servir de la boîte de dialogue qui se trouve à droite de l'écran pour poser des questions. Alors, Patty et Annette, la parole est à vous. Merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler de notre cheminement visant à mettre en place un programme de rétablissement. Et c'est la fonction d'ailleurs de Peer 126. Ça a été un véritable virage sur le plan de la prestation des services de santé mentale ici au Nouveau-Brunswick. Peer signifie Peers Engaged in Recovery. Et donc,
Notre cheminement a commencé en 2012 lorsque nous avons reçu du financement de la part de la Croix-Bleue, Médavi, Croix-Bleue ou ce qu'on appelle la Fondation Médavi, et nous avons élaboré donc un programme de rétablissement qui se trouve dans Saint John. Donc, je le rappelle, Peer signifie Peers Engaged in Education and Recovery. Et donc, notre objectif était de créer un guichet qui permettrait d'avoir accès à un groupe de jeunes de 16 à 29 ans qui étaient, on le savait, mal servis par le système formel et qui avaient pourtant besoin de soins en santé mentale. Et donc, les statistiques sont assez frappantes sur le plan du nombre de jeunes qui ont accès aux services. Environ 25% des jeunes qui ont besoin de ces services les reçoivent. Et on sait aussi que le suicide est la cause de décès la plus importante chez les jeunes de 15 à 24 ans. Et au Nouveau-Brunswick, malheureusement, nous avons un taux d'hospitalisation pour les jeunes 2 fois plus élevé que la moyenne nationale. Donc, il était très clair pour nous que le système formel ne créait pas le genre de service dont ce groupe démographique avait besoin. Alors, Peer 126 est composé d'une équipe de professionnels. On parle de travailleurs en service social et d'un agent de liaison clinique qui offre des programmes et ce qu'on a appelé un guichet dans une installation qui ne se trouve pas dans les installations typiques des soins de santé et de toxicomanie. L'utilisation de pairs aidants a été également unique, un ajout unique à notre prestation de service. Et je vais laisser Patty parler des pairs aidants. Patty. Eh bien, les pairs aidants sont essentiels. À l'heure actuelle, nous en avons un à temps complet et un à temps partiel. Il s'agit de quelqu'un qui a lui-même vécu des problèmes de toxicomanie ou de santé mentale. Il offre du soutien en personne et anime certaines des activités du centre. Les membres de Peer 126 ont de 16 à 29 ans et sont aux prises avec un problème de santé mentale ou de toxicomanie et ils tentent de se rétablir et de vivre une vie gratifiante. On ne parle pas d'eux comme clients, car on veut que ceux-ci adhèrent à leur programme. C'est pourquoi on dit qu'ils sont des membres. L'autre chose qu'il faut retenir, c'est que Peer 126 n'exige pas de diagnostic formel. Si quelqu'un s'adresse à nous en disant qu'il a des préoccupations par rapport à sa santé mentale ou un problème de toxicomanie, on les croit sur parole. À Peer 126, les gens peuvent être aiguillés par un professionnel ou se présenter spontanément. Il n'y a pas de délai d'attente ou de formulaire complexe à remplir. Notre processus comprend une conversation où les membres éventuels sont renseignés sur Peer 126, reçoivent un calendrier des événements et des programmes envisagés. À la deuxième visite, on demande qu'une feuille d'information soit remplie et lorsque le membre est prêt à parler de ses objectifs, on établit un plan de rétablissement. On n'exige pas que les gens fassent partie de la clinique de santé mentale. Cependant, s'ils le souhaitent, l'agent de liaison clinique peut les aider et les aiguiller vers la clinique de santé mentale si c'est approprié dans leur cas. Peer 126 est mené par des pairs. Cela fait partie du continuum de soins pour la santé mentale et la toxicomanie. C'est un programme communautaire, c'est un programme fondé sur le rétablissement et il aiguille les membres vers les services tant officiels qu'officieux, s'ils le souhaitent. Peer 126 offre une alternative
aux consultations psychiatriques traditionnelles. Le programme de rétablissement est individuel. Ce n'est pas tout le monde qui cherche le même genre de soutien. Cependant, ce que nous avons en commun, c'est simplement qu'on a tous besoin de soutien. Et Peer 126 offre du soutien officiel et officieux, là où on en a besoin, quand on en a besoin. Notre service est très souple. Il s'agit de l'établissement d'une collaboration avec des pairs et de services qui peuvent se produire à la maison, à l'école, en clinique et ainsi de suite. À Peer 126, on souhaite autonomiser les membres, les aider à prendre des décisions. On crée des plans de bien-être individuel, on offre du soutien et des plans adaptés pour la participation. J'adore ce diapo. On exige que la personne s'engage à se rétablir. Cependant, le rétablissement est différent pour tout le monde. On s'attend à des hauts débats et on soutient les membres, qu'ils soient dans des périodes difficiles ou non. Il est important qu'une rechute n'ait pas un impact sur le rétablissement de quelqu'un d'autre. Les objectifs sont individualisés. Cela signifie que la participation à 126 peut être différente selon l'étape du rétablissement. Les objectifs peuvent être précis comme quitter sa maison, rester éveillé le jour, dormir la nuit, être sobre pour aller à l'école, aller trouver un emploi ou trouver un logement sûr. On s'assure que le cheminement soit adapté à chacun des membres. Annette, alors certaines des leçons retenues au fil de ce cheminement, l'élaboration du rôle de père aidant dans le cadre de la prestation de services a été une expérience très enrichissante, à la fois pour nous, comme cliniciens et comme administrateurs, ainsi que pour nos clients. Le défi, cependant, c'est qu'au Nouveau-Brunswick, il n'y a pas de système formalisé de soutien pour les pères aidants. Donc, nous n'avons pas de mécanisme en vertu duquel nous pouvons garantir j'ai perdu le fil de mon idée, qu'une bonne rémunération soit fournie. Il n'y a pas, si vous voulez, de contrat formel pour les pères aidants. Donc, la province, à l'heure actuelle, est en mode rattrapage. Nous tâchons d'avoir une formation standardisée pour les pères aidants et on veut leur donner un véritable poste. L'emplacement a également été un autre problème que nous avons vécu, bien que nous ayons un emplacement très accueillant à ce qu'on appelle Uptown St. John. Si vous ne connaissez pas St. John, le centre-ville s'appelle Uptown, la haute ville. Alors, c'est dans un vieil édifice en briques, c'est formidable, c'est magnifique, c'est dans un endroit parfait. Et donc, c'est un excellent endroit pour la haute ville. Cependant, il faut pouvoir offrir des services à des gens qui se trouvent même à 10 km de là. Vous savez, le transport est très difficile à Saint John. Donc, ce qu'on envisage, c'est d'offrir des services de rayonnement, d'élargir notre programmation de sorte que l'on puisse rejoindre un encore plus grand groupe de membres. Les liens. Alors, lorsque Peer 126 a été créé, c'était créé comme programme de rétablissement des jeunes et il y a des liens informels avec le système formel. Donc, depuis quelques années, ce que nous avons fait, c'est d'améliorer ces liens, de sorte que si une jeune personne vient chez nous à Peer 126 et a besoin de services du système formel, nous sommes capables d'établir un lien vers les services formalisés. Donc, il ne s'agit pas de les transférer, il ne s'agit pas de les réorienter vers un autre service, il s'agit plutôt de leur offrir le service là où ils le souhaitent et s'assurer qu'ils soient dans la bonne partie du système pour leur cas. Cela continue d'évoluer
sur le plan de la formalisation de ces liens, et c'est très, très positif. Lorsqu'on a commencé ce cheminement en 2012, on a pris une décision à l'époque d'avoir des critères d'âge de 16 à 29 ans. Ce qu'on savait, c'est qu'on voulait cibler ce groupe de jeunes adultes. Cependant, au fil du temps, on s'est dit que le groupe 25 à 29 ans est peut-être un peu trop âgé. Et tandis qu'on continue d'évoluer, probablement qu'on voudra plutôt réviser l'âge pour 16 à 24 ans. Vous savez, entre un adulte de 29 ans et un adolescent de 16 ans, il y a une marge. Donc, il nous faut des programmes qui répondent aux besoins du groupe. Et donc, on pense réviser les critères d'âge afin de desservir davantage la population de 16 à 24 ans plutôt que 16 à 29. Enfin, on a beaucoup réfléchi à la programmation. Donc, au fil de l'évolution de Peer 126, il a fallu rester fort concentré sur les besoins des membres qui assistent au programme de rétablissement. Et à l'origine, lorsqu'on a ouvert nos portes, on se concentrait moins sur les programmes et davantage sur la création d'un environnement accueillant et d'établir des liens entre les membres et, par exemple, le marché du travail et ainsi de suite. Donc, les membres, au fil du temps, nous ont donné leur rétroaction sur les programmes et nous ont demandé d'offrir des programmes sur le bien-être, l'établissement de compétences psychosociales, l'établissement de programmes de formation sur le marché du travail. Et vraiment, on écoute les membres de Peer 126. Ce sont eux qui identifient des améliorations possibles selon leurs besoins identifiés. C'est là-dessus qu'on fonde nos programmes. Et ça, c'est la clé de Peer 126, c'est-à-dire qu'on a adapté nos services à ce que recommandent nos participants, nos membres. Merci. Megan Rossiter, merci Annette, merci Patty. Alors nous allons faire une petite pause, histoire d'entendre ou de lire vos questions sur les deux premiers exposés. Nous avons une question de Shauna qui s'adresse à Jennifer. Jennifer, pouvez-vous nous dire comment vous avez noté l'activation du patient et davantage des mesures de réussite que vous avez employées? Annette, ou plutôt la représentante de Terre-Neuve. Oui, alors, je peux partager le lien dans la boîte de dialogue. Peut-être que ce sera plus simple. Je vais le faire tout de suite. Alors, Jennifer, si vous cliquez sur le lien, vous avez un site web pour l'évaluation des soins en maladie chronique. Alors, les questions qui se trouvent sur le sondage sont établies en catégories, selon 5 catégories. Donc, les questions 1 à 3 sont relatives à l'activation du patient. Alors, on prend les réponses de tous les clients qu'on sonde et ensuite, c'est le service de l'évaluation du risque qui en fait l'évaluation. Dans notre cas, ce sont eux qui analysent. Alors, ils prennent la moyenne de ces notes et la note moyenne est celle qu'on utilise pour l'activation du patient. On n'a pas changé l'outil. On a utilisé l'outil standardisé, de sorte que l'on puisse se servir des scores ou des notes. Megan Rossiter. Merci, Jennifer. Alors, les gens en ligne, vous allez voir que Jennifer Verm a aussi inscrit un lien sur l'activation du patient. Il s'agit d'un rapport qui provient de NHS. Alors, si vous suivez le lien, vous tomberez sur cette ressource. Je vais à présent céder la parole à Lynn et Tara de la Nouvelle-Écosse. La parole est à vous. Tara Sampali, bonjour et bienvenue à ce webinaire. Merci de nous accorder la possibilité de présenter nos résultats. Alors, nous sommes concentrés sur l'amélioration des soins pour les personnes atteintes de maladies chroniques grâce à
un changement systémique. En 2012, nous avons demandé à des équipes de participer à l'établissement d'objectifs communs. Nous avons recruté des équipes qui se sentaient prêtes et donc elles se sont résumées à quatre équipes. Quatre équipes des soins primaires, des centres diabétiques diabétiques ainsi que de MPOC. Notre travail a été un travail systémique sur les maladies chroniques. Toute l'équipe était assez nombreuse. On avait beaucoup de membres de bien des services et plus précisément, nous avions beaucoup de conseillers qui prenaient la forme de patients ressources. Alors, notre objectif était d'améliorer les soins et l'expérience de soins pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Bien qu'on avait des données probantes, on avait peu de données locales. Cette diapositive présente le travail qui a été fait dans le cadre de ce projet collaboratif. C'était vraiment exploratoire, tandis qu'on continue à prendre appui sur les connaissances et l'expérience disponibles. Nous avons d'abord voulu créer des liens entre les équipes. Nous avons utilisé le modèle étendu, le modèle élargi de gestion des maladies chroniques, qui comprend l'élaboration de valeurs de référence, l'utilisation de sondages et d'entrevues afin d'obtenir des résultats. On s'est aussi servi d'une entente touchant les quatre groupes. Et enfin, nous avons élaboré une schématisation de la chaîne de valeur, car la chaîne de valeur qui appartient à la méthodologie Lean permet de comprendre quelle est la valeur perçue par les clients des services reçus. Les nouveautés de notre approche, de notre démarche, Lynn en parlera dans un instant. À cette diapositive, voici comment on entend mesurer les résultats de notre initiative. Les résultats immédiats sont pour l'intervention de 18 mois, puis nous avons des résultats à court et long terme. Les résultats immédiats ont validé que l'initiative en valait le coup, entre autres les stratégies de participation, la cartographie de la chaîne de travail, la détermination des changements de processus et la mise en œuvre de changements et d'interventions que je partagerai sous peu. Le service intégré de maladies chroniques traite des gens qui ont des maladies chroniques complexes et multiples. Tout au long de ce processus, nous avons demandé à des patients de participer à l'évaluation afin qu'on arrive à des améliorations pour le système et pour le service. Alors, l'initiative My Care, My Voice est une initiative axée sur les services précis. Il s'agit de faire participer les patients à la gestion des maladies très complexes. Selon la rétroaction des patients et d'autres parties prenantes, on a pu établir des améliorations dont l'élimination des temps d'attente. Également, à la lumière de la rétroaction des patients, on a vu qu'il était possible d'améliorer l'admission, d'améliorer le suivi, parmi d'autres mesures. Nous avons utilisé la rétroaction des patients pour améliorer les services globalement. Nous avons tiré parti de ce qui était perçu comme le plus important par les patients. Souvent, ce n'est pas les patients qui sont complexes, c'est plutôt la structure de nos services qui est complexe. Il s'agissait donc de les rationaliser pour améliorer les résultats. Voici certains changements que nous avons faits à nos processus d'admission. Ceci a amélioré la satisfaction des patients, mais comme résultat secondaire, on a pu aussi réduire les délais d'attente de 13 mois à une semaine, ce qui est une excellente nouvelle, à la fois pour le patient, mais aussi pour le prestataire. D'ailleurs, l'équipe a reçu un prestigieux prix national en amélioration de la participation des patients grâce à cette initiative. Lynn Edwards, eh bien, histoire de faire fond sur les leçons apprises au cours de cheminement, on s'est servi du corridor de prévention de la maladie.
Il s'agit d'un processus axé sur l'action. Il permet de concevoir des programmes qui visent à appuyer les personnes atteintes de maladies chroniques. Il y a 3 éléments fondamentaux à ce corridor. Ils comprennent la prestation de services ou la restructuration de la prestation des services. Pour commencer, donc le corridor doit être appliqué à un programme. La restructuration de la prestation des services comprend 5 étapes. C'est un processus simplifié par rapport au processus que nous avons identifié un peu plus tôt dans le cadre de l'exposé. Donc, on a rationalisé la prestation des services et je voudrais mettre en exergue 3 domaines clés. D'abord, dans la création de la référence, il est important d'établir une confiance pour le programme. En partageant les résultats de ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas bien dans l'ensemble du programme, on a constaté que la confiance était un facteur favorable qui nous permettait d'apprendre les uns des autres et de renforcer la confiance dans le programme. La schématisation de l'état actuel est également importante et cela demeure un élément fondamental de la reconception des services du corridor. L'autre élément sur lequel je souhaite insister concerne le travail collaboratif qui permet à divers programmes, à divers services et à divers prestataires de déterminer comment travailler ensemble. Et cela force des conversations sur les doubles emplois, sur les ressources que l'on pourrait employer pour aider nos patients différemment. Le prochain composant du modèle comprend les éléments communs. Et les éléments communs sont conçus pour fournir plus de cohérence entre les programmes parmi les prestataires qui offrent ces programmes et indépendamment des milieux. La majorité de ces éléments s'alignent sur le modèle de synchronique Wagner. Or, ce que nous avons rajouté ou amélioré, j'aimerais prendre un instant pour l'identifier, c'est la santé fonctionnelle. Cela a été identifié par divers programmes qui ont vécu le cheminement du corridor. Donc, nous avons amélioré le système d'information clinique aussi. Donc, en Nouvelle-Écosse, nous n'avons pas un seul dossier de santé électronique. C'est un objectif pour l'avenir, mais jusqu'à ce qu'on en ait un, on essaie de voir comment il est possible de saisir des données de manière uniforme. Par exemple, grâce à ce projet collaboratif, nous avons identifié le fait que nos patients qui sont atteints de maladies chroniques et qui ont peut-être 2 ou 3 maladies chroniques et voient divers prestataires, doivent répondre à la même question, peut-être différemment, mais peut-être exactement la même question, à diverses reprises. Donc, on essaie de rationaliser divers éléments de la collecte de ces données. L'importance d'identifier les compétences en matière de gestion et de prévention des maladies chroniques. Par ailleurs, nous avons ajouté aussi l'éducation des adultes et littératie en santé en plus d'un cheminement clinique. Le troisième élément du corridor concerne la plateforme de soutien des projets. Et là-dedans, nous avons identifié les éléments fondamentaux du leadership. Ça, c'est une chose sur laquelle je souhaite insister. Ça a été vraiment essentiel pour nous et on a noté que ça continuera d'être essentiel à l'avenir. Il est important que la direction comprenne la valeur fondamentale de ce genre de projet. Par ailleurs, il est très important pour nous d'identifier qui sont les experts d'un programme ou d'une partie du système. Donc, on a tâché de créer un pool ou un bassin d'experts, de sorte que l'on puisse tous y accéder. Nous avons eu l'occasion d'assister à un atelier, comme Tara y faisait allusion, et de partager ces renseignements avec 300 personnes de la province. On a fait des exposés à l'échelle internationale sur le corridor et le travail de ce projet collaboratif de la FCASS grâce au soutien de la FCASS. Nous allons nous servir du point de vue de la diffusion du corridor, tandis que nous
commençons à améliorer la planification pour la gestion et la prévention des maladies chroniques dans la nouvelle autorité sanitaire de la Nouvelle-Écosse. L'équipe n'a pas encore été créée, mais ça fait partie des projets de cette équipe future. Et nous avons continué de travailler à la rationalisation des dossiers et au renforcement des capacités provinciales grâce à de meilleurs procédés, de meilleurs TI. Et nous avons un certain nombre d'outils dont on s'est servi également, et la boîte d'outils qui les réunira est en voie d'élaboration, de sorte que d'autres puissent prendre notre modèle conceptuel et passer à l'action. Megan Rossiter, merci Lynn, merci Tara. Nous avons à présent l'occasion d'entendre des questions. Alors, si vous êtes en ligne, servez-vous de la boîte à dialogue pour poser des questions à l'une ou l'autre de nos conférencières. Tandis qu'on en attend les questions, j'aimerais réfléchir à une question qui a été, ou une observation qui a été présentée dans la boîte de dialogue. On demande à Jennifer de partager comment on a élaboré le cheminement dont vous avez parlé et quels sont vos projets de développement à l'avenir. Jennifer, bon, ce qu'on a appelé le Patient Path Forward faisait partie des objectifs stratégiques du patient. C'est très semblable à un passeport plutôt, donc c'était le passeport du patient. Et vous avez un élément qui concerne les objectifs. Les patients, donc, peuvent inscrire leurs données provenant du laboratoire, ils peuvent parler de leur état de santé et on les encourage à prendre ce passeport avec eux lorsqu'ils vont chez le spécialiste, chez le médecin. Et tout travail ou tout test laboratoire entrepris par ces médecins seront inscrits dans le passeport. C'est un outil qui fait la promotion de la participation du patient à ses soins. Et donc, ce passeport fait partie du programme d'autogestion des maladies chroniques et de Western Health. On encourage les patients à poser des questions sur leur santé et cet outil permet d'en faire la promotion. Megan Rossiter, merci Jennifer. Alors je sais que vous devez raccrocher bientôt. Nous vous remercions beaucoup d'avoir participé. Prochaine question. J'aimerais la poser à Tara et Lynn. L'activation du patient et le soutien à l'autogestion, ce n'est pas nouveau. Mais pourquoi est-ce si difficile de mettre en œuvre? Alors d'abord Tara et Lynn, et ensuite on demandera aux participants de Peer 126. Tara Sampali. Eh bien, l'activation du patient et l'autogestion, bien que on s'imagine que tout le monde le fait en tout temps, le défi, ce qu'on sait maintenant, c'est que c'est pas quelque chose qui nous concerne nous, c'est plutôt quelque chose qui concerne le patient, son expérience, son vécu. Donc, bien que ça fasse partie de notre culture, il faudrait que ça fasse partie de notre pratique. Ce n'est pas forcément le cas. Il s'agit d'un travail d'exploration pour nous. Il s'agit pour nous de comprendre quelle est la perspective du patient, quelle est l'activation pour lui. Ça a été notre cheminement et notre compréhension. Quel est notre processus? Comment peut-on faire participer le patient davantage? Donc, nous allons travailler un petit peu à l'avenir à la conception conjointe, car on ne comprend pas très bien le concept. Lynn Edwards, si vous permettez, j'ajouterais que à l'échelle organisationnelle, on ne prend pas toujours le temps de respecter ce processus, le travail qu'il faut consacrer à l'activation du patient, afin de mieux comprendre ce qu'il stimule et quels sont ses objectifs. On ne comprend pas toujours non plus quel soutien est nécessaire du côté de l'équipe, de sorte que l'équipe ait les compétences voulues pour assurer une meilleure autogestion, une meilleure activation. Megan Rossiter, merci beaucoup. Annette et Patty, quelles sont vos réflexions sur certains des éléments associés à l'activation du patient, le fait que c'est parfois très difficile de mettre ces concepts en pratique?
Eh bien, ici, à Peer 126, on est axé sur le recouvrement, c'est-à-dire que le rétablissement, on demande aux membres, ou ce que vous appelez clients, de prendre les rênes de son rétablissement. Parfois, les prestataires ne prennent pas le temps, pas suffisamment de temps, ou ne se concentrent pas suffisamment sur ce que le membre ou le client souhaite, ce qu'il dit, quels sont ses objectifs. Et parfois, c'est difficile pour les cliniciens de prendre du recul et d'écouter, d'entendre, plutôt que de mettre en place ou d'imposer ce qu'ils estiment être conforme aux besoins. On change véritablement le point focal de la prestation des services lorsqu'on demande aux membres ou aux patients de prendre les rênes de sa guérison et que nous deviennent à ce moment des facilitateurs du cheminement. Mais le cheminement appartient aux patients. Rester concentré là-dessus, pour moi, ça a été un élément fondamental. Et c'est ce qui m'a le plus emballé sur le programme de rétablissement comme celui de Peer. Lorsque vous pensez à la relation entre ce programme et les liens avec les aspects plus formels et cliniques de la toxicomanie et de la santé mentale, vous voyez à quel point c'est une valeur ajoutée. Megan Rossiter. Bien. Alors, je vais changer de vitesse un petit instant. Nous allons demander d'abord à Annette et Patty de prendre la parole. J'aimerais avoir leur réflexion sur les moyens par lesquels vous continuez d'encourager la mise à l'échelle et la diffusion de votre travail, le travail de Peer 126 dans votre région et dans votre organisation. Annette, eh bien ça, c'est toujours une question intéressante. Nous avons reçu du financement pour une période de 5 ans. Horizon Health s'est engagé à continuer à la fin de cette période en 2017, donc une période quinquennale qui prend fin en 2017, de maintenir le programme Peer, mais quelle forme prendra ce programme? Eh bien, nous sommes actuellement en train de le déterminer. Mais le Nouveau-Brunswick participe aussi à un projet d'accès national qui vise à améliorer l'accès aux services de santé mentale et de toxicomanie chez les jeunes. Donc, nous tâchons de participer à une stratégie pan-provinciale qui vise à créer des structures de pairs. Donc, pour le projet d'accès, on parle d'espaces sûrs ou d'espaces sécuritaires où les jeunes sont en dehors du système formel, mais où il y a des points d'accès à leurs services, aux services dont ils ont besoin. Et nous cherchons à élargir ce rôle de ce qu'on appelle les cliniciens d'accès, de sorte qu'ils soient rattachés au système formalisé, qu'ils puissent offrir un service clinique si c'est nécessaire, mais qu'ils soient aussi des navigateurs entre les systèmes formels. Alors nous sommes en train d'examiner la situation, déterminer quelle sera la forme du programme au cours des années à venir. Alors, une dernière question qui nous provient de Shauna, ce sera adressé à Lynn et Tara. J'aimerais savoir quelle est votre participation au service de soins primaires dans le cadre du corridor. Alors oui, bon, lorsqu'on a d'abord appliqué le corridor à nos programmes, on ne s'est pas forcément concentré sur les soins primaires. Donc, lorsqu'on regarde la qualité dans les soins primaires, on a quelques groupes à l'heure actuelle qui envisagent la possibilité d'appliquer les éléments du corridor aux soins primaires. Pour le moment, on a mis simplement certains éléments du corridor dans les soins primaires et pas l'ensemble. Donc, on est en train de déterminer comment ce sera fait et dans quelle mesure on pourra aider les équipes de soins primaires. Car c'est véritablement très intensif, ça nécessite beaucoup de travail. Megan Rossiter, bien, merci Lynn. Quelles sont vos réflexions également? Et pouvez-vous partager votre travail visant à assurer une mise à l'échelle et la diffusion de votre projet avant de terminer? Tara Sampali, eh bien, pour les 4 équipes qui ont participé au projet à l'heure actuelle, on les aide
à mettre en œuvre tout ce que nous avons identifié, de sorte que ce soit fait convenablement. Également, du point de vue de la diffusion, on essaie de voir si quelques autres équipes ne pourraient pas profiter de ce que nous avons fait jusqu'à présent avec les 4 équipes. On sonde également d'autres parties prenantes pour avoir leur point de vue. Mais Lynn pourra en parler davantage. Lynn Edwards, eh bien, vous savez, en Nouvelle-Écosse, on a une nouvelle autorité sanitaire. Ça présente énormément de défis, mais également des opportunités. Donc, à l'heure actuelle, on envisage une planification conjointe avec les systèmes de soins primaires. Le corridor que nous avons élaboré a été élaboré pour qu'on puisse s'en servir à des fins de diffusion et de mise à l'échelle. Et comme je le disais, nous allons envisager comment cela s'appliquerait au niveau des soins primaires, mais également dans d'autres éléments de système qui offrent des services aux malades chroniques. Certains de ce travail a commencé, surtout au niveau des soins primaires, mais on n'a pas encore commencé avec le groupe de planification des maladies chroniques qui déterminera comment les soins seront dispensés à l'avenir. Mais les soins primaires sont au courant du corridor et nous allons donc nous servir de ce processus pour assurer une diffusion à l'avenir. Megan Rossiter, merci. Merci Lynn, merci Tara. Alors, nous arrivons à la fin de ce webinaire et donc j'invite tout le monde à la prochaine séance de la série. Donc, soyez les nôtres le 11 décembre prochain. À midi, heure de l'Est, nous serons accompagnés par les enseignants principaux, un professeur à l'école d'administration publique, Jean-Louis Denis, ainsi que Claudia Amar de la FCSS. Et donc, nous prendrons des renseignements sur l'approche de la collaboration à un problème de soins chroniques, les résultats globaux de la collaboration, quelles sont les possibilités de diffusion et de pérennisation de ces initiatives. Vous pouvez voir la liste complète des webinaires ce rappel grâce au lien qui est affiché à l'écran. Vous devriez aussi avoir reçu des renseignements de la part de la FCSS, à savoir comment vous pouvez avoir accès aux ressources associées à cet appel. Si ce n'est pas fait, ne craignez rien, nous vous enverrons ces renseignements à la fin de ce webinaire. Nous passons maintenant à un sondage en direct. Alors, prenez un petit instant pour répondre à ce sondage que vous voyez à présent à l'écran. Nous l'apprécions énormément. J'aimerais prendre un petit instant pour remercier toutes nos conférencières de leurs excellents exposés, nos productrices Kelly et Sheena qui ont travaillé en coulisses pour s'assurer que ce webinaire se produise. Merci à chacun d'entre vous d'avoir participé et de votre participation aux conversations d'aujourd'hui. Et nous espérons vous retrouver lors de la dernière séance de cette série le 11 décembre prochain. Ceci conclut votre webinaire.